Salam alaikum az-Zulf Laoun. Bonsoir. À 5 semaines du référendum sur la révision de la Constitution, nous assistons de jour en jour à une politique du bâton et de la carotte pour brouiller l'opinion publique et semer ainsi la discorde. Ce régime morbide, inanité, dévoyé, essaie par tous les moyens de s'introduire dans les espaces dont il n'a aucune expertise, ni droit, ni légitimité. Il bafoue les fondements même d'un État. Dans sa logique, il faut toujours maintenir le peuple loin des décisions qui le concernent. L'Algérie rend hommage à M6 et devient zone interdite. Sur les réseaux sociaux, les internautes algériens ironisent sur la décision des autorités qui ont annoncé lundi 21 septembre ne plus autoriser la chaîne française M6 à opérer en Algérie, au lendemain de la diffusion d'un reportage d'enquête exclusive intitulé « Algérie, pays de toutes les révoltes ». Le ministre de la Communication, Belhimar, algérien, reproche à ce reportage réalisé par une équipe munie d'une fausse autorisation de tournage de porter un regard biaisé sur le Hirak. Le ministère de la Communication promet d'engager des poursuites judiciaires contre la chaîne et contre toutes celles et ceux qui ont collaboré à ce reportage. Sur la liberté de la presse, le président Abdelmadjid Tebboune a déclaré « J'ai déjà évoqué le sujet de la liberté d'expression en Algérie et je me suis interrogé s'il existait un pays de par le monde, à l'image de l'Algérie, qui compte 180 quotidiens et près de 8500 journalistes. Outre le soutien de l'État aux papiers d'impression et la publicité dont bénéficient ces journaux pour se retrouver à la fin avec des articles truffés d'injures et d'atteintes à la sécurité publique. Je ferme la parenthèse. Dans ce passage, le président vient de donner la preuve qu'il n'y a pas de liberté de presse en Algérie, puisque les 180 journaux dont il parle ne peuvent pas tous vivre sans la manne publicitaire de l'État et sans les facilités d'accès aux imprimeries de l'État. La presse se retrouve plus encore fragilisée et infestée par la police politique. Les nouveaux riches, les fils d'eux et d'eux, les arrivistes et les opportunistes de tous bords. Même l'ex-joueur international Madjer n'a pas manqué au rendez-vous en se dotant de 2 titres de presse. Une multitude de journaux d'hebdomadaires, de mensuels, de magazines ont été soudainement créés et accompagnent la nouvelle ère. L'ère de l'argent, du jour au lendemain, des journaux poussent comme des champignons et occupent le paysage médiatique national. Ils bénéficient gracieusement de la publicité étatique et amassent des milliards. La presse a besoin d'être protégée par les lois et non subventionnée. Une presse subventionnée est une presse susceptible d'être la proie du chantage de l'administration. Faire dépendre la presse des largesses du gouvernement n'est pas une preuve de sa liberté. Au contraire, c'est l'enchaîner et c'est lui mettre une épée de Damoclès sur la tête. C'est un moyen de brider. M. Abdelmadjid Tebboune vient de démontrer qu'il ne veut pas de presse privée libre. Thomas Jefferson disait « Notre liberté dépend de la liberté de la presse et elle ne saurait être limitée sans être perdue. » سي ناصر انت ادرى مني، انت راك من الصحفيين القدم في هالبلاد. راك ركيزه كاين تاكي محمد. هل فيه دوله؟ اعطوني اسم دوله واحده برك من الحجم تاعنا. ما نقدرش انا على امريكا ولا 180 جريده يوميه. 180 تيتر كوتيديان. ما يقارب 8500 صحفي. 180 جريدة هذه الورق اللي تطبع فيه مدعم من طرف الدولة. تطبع في مطابع الدولة
إلا 5 ولا 6 ولا اللي عندهم المطابع تاعهم. ما تخلصش المطابع، ما مش يدفعوا المطابع، كانوا المديونين عند المطابع نتاع الدولة. تعطيه الإشهار وينتقدك ولا واحد تمس. يعني انت تنجم غير بصفة تجارية قال ما خلصتش طبعا ما نسيش نتبع لك. ما بغيناش نديروها باش ما يقولوش مس لحرية التعبير. تجي في شخص نحكم على بلاد كاملة اللي فيها 8500 صحفي باللي ما فيهاش حرية التعبير. سي قضية الشخص اللي تكلمت عليه ماهيش قضية تاع صحافة، ماهيش قضية صحافة. ونظن أعتقد أن وزير الإعلام وضح للمرة الثالثة ما هي علاقات مع التلفزيون اللي تدعي باللي كان مراسل تاعها. ما كان حتى وثيقة رسمية، ما كان حتى وثيقة. الناس تيقنوا باللي قضية ماهيش قضية تاع صحافة. تضييق على حرية التعبير، تقول لي تضييق على الشتم، معك فيه تضييق على الشتم، سيفيني. الفوضى هذيك ما بقاتش. واحد يسبك انت وغدوه يسب الاخر وانت تعاود تسب والاخر يعاود يسب ونشرحوا في البلاد ونديروا فيها اللي ما فيهاش ولي فيك نيوز. وهذه فيه قانون، فيه قانون والقانون يطبق على الجميع. سيتو يطبق على الاداري، يطبق على الصحفي، يطبق على هذا. اذا كان ياخذوها من الجانب اللي كانت فيه فوضى دير تا واش حبيت، تطلع لك للراس تمشي تجيب 20 ولا 30 واحد ويجيبوا السيوفه ويطيحوا على الاخرين. ترمي حاشاك الوسخ تاعك قدام جارك الى جاي يهضر، يعني تضربوا جسديا. القوي ياكل الضعيف، هذه ما بقاتش. اتفق معك. يقول لك التضييق. القانون راه يطبق سيتو، ما فيش. والقانون تاعنا هذا يطبق في اوروبا، يطبق في كل مكان. اما انسان اللي دار مقال ولقى روحه في الحبس، لا ما كانش. ونتحدى اي واحد. الناس تشتم تسب وتسب شخصيا فيك وفيك وفيك وفيك، هذه صحافه؟ هذه مش صحافه، مش مقالات صحفيه. هذه ناس مس الاخلاء بالامن العمومي. الامن العمومي راكم شفتوا انتم في لي جيلي جون، شفتوا في هذه فيه ناس يسون بوسكولي كيفهم كي الناس، مي مش على افكارهم. إيه الجرايد ناخذ الخبر، ناخذ السوار دالجيري، ناخذ الوطن، ناخذ جرايد اخرى. يعني الموس والمنشار ماشي، كاش واحد كذا كلمهم خي قال اعطينا هالمعلومه منين جبتها. قلنا احنا باش تمس امور تاع امن الدوله لازم تكون عندك معطيات، وهذه في العالم باسره. عمرك ما تشوف في جريده فرنسويه ولا اسبانيه ولا قال جيش شرا اليوم هذا النوع نتاع الصواريخ وشرا، ما تلقاهاش الا لما يرخصوا لهم باش يمعنوا على الجار ولا يمعنوا على واحد بلا عندنا. L'Algérie nouvelle, la censure à la peau dure, c'est le titre de notre émission ce soir. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'avoir dans cette émission Ahmed Besselem, avocat à la cour de Tizi Ouzou depuis Alger via Skype. Maître Ahmed Besselem, bonsoir, merci d'avoir accepté l'invitation. Oui, merci pour l'invitation pour ce soir. Bonsoir. On aura aussi Assia Gchoud, activiste, qui est avec nous depuis la France, via Skype aussi. Assia Gchoud, marhaba bik, bonsoir. Oui, bonsoir, salam, Azoul Fellaouen. Alaykoum salam, Azoul Fellam. On aura aussi depuis Tunis, Souhaib Khayati, qui est directeur du bureau Afrique du Nord de RSF, Reporters sans frontières. Bien sûr, on va essayer de vous faire écouter un passage dont Abdelmajid Tebboune a parlé bien sûr de RSF. On aura aussi depuis Alger Linda Abou qui est journaliste et Dr Nasser Djabi qui est sociologue. On l'aura aussi depuis Alger par téléphone. Je vais commencer cette émission avec vous, Assia Gchoud.
Asiag Choud, je vais commencer avec vous. Merci encore une fois d'être avec nous. Alors, cette liberté de la presse, on a vu bien sûr l'interview de Tebboune dont il a dit que l'Algérie jouit, si on peut dire, d'une liberté de presse. On a plus de 180 titres de journaux et tous ces journaux aussi reçoivent de l'aide de l'État. Qu'est-ce que vous en pensez, Asiag Choud, de ces propos? En fait, il a dit clairement que ces journaux vivent grâce à l'aide de l'État. C'est-à-dire que quand l'État arrête de faire de la publicité dans un journal, ce journal ne peut plus continuer à vivre. Et ça a été le cas avec plusieurs journaux. On l'a vu dernièrement. Donc, il a lui-même, comment dire, mis de l'eau au moulin en disant que c'est grâce à la publicité de l'État que ces journaux vivent. Donc c'est clair, il n'y a pas véritablement de liberté. À partir du moment où un journal, pour pouvoir exister, il est dépendant de la publicité de l'État, forcément il ne peut pas s'exprimer librement. Ça c'est clair et net. Si on parle juste de ce sujet-là. Non, on parlera d'autres sujets, bien sûr, de l'interdiction de M6, la chaîne française, bien sûr, qui a réalisé le documentaire. Et je pense, Asiag Choud, que vous avez été approché par M6. Oui, effectivement. Pendant la marche Chambéry-Genève, où j'étais la coordinatrice et chargée de la communication, M6 m'avait contacté pour ce documentaire d'enquête exclusive. Donc je vous raconterai un peu ce qui s'est passé dans les détails et pourquoi j'ai refusé de collaborer avec eux. Et pourquoi? Déjà parce que je connaissais un peu le passif sulfureux de cette émission. J'avais déjà vu et entendu qu'ils avaient tendance à détourner l'information dans un but bien précis. Donc j'avais fait une réunion avec les marcheurs pendant, je crois que c'était le 3e jour où j'avais été contactée par M6. C'était une journaliste qui m'avait appelée. Et donc j'avais fait une réunion avec les marcheurs en toute transparence pour leur dire voilà, M6 m'a contactée. Ils ont fait un documentaire sur le Hirak qui m'avait dit que ça faisait 1 an qu'ils tournaient en Algérie pour montrer les revendications du Hirak et ça ne sortait pas de ce cadre-là. Et qui souhaitaient intégrer justement la marche qui leur paraissait être une continuité finalement du Hirak mais de la diaspora et venir marcher avec nous une journée. Et ils voulaient venir aussi le 23 août lors du rassemblement et nous suivre le 24 devant le Haut Commissariat des droits de l'homme pour remettre la lettre. Voilà, donc j'avais fait cette réunion avec les marcheurs. Nous avions clairement discuté sur le fait que ça soit un risque de les laisser finalement rentrer au milieu et détourner le message. Très bien. Voilà. Donc, on va essayer de revenir sur cette question aussi. Je vais donner la parole à Maître Athmane Bessalem. Merci encore une fois, Maître Athmane Bessalem, d'être avec nous dans cette émission. Bien sûr, on va rappeler à nos téléspectateurs que vous avez participé dans le premier reportage qu'a fait, je pense, TV5 Monde. TV5. Il y a eu un petit passage de vous dans ce reportage. Quelle a été votre réaction, Maître Athmane Bessalem? Déjà, je vous remercie pour cette invitation pour débattre de cette question très importante qui tourne toujours en rond. Donc, depuis surtout l'arrestation de Khaled Drani par rapport à la liberté de la presse et à la conception qu'on a par rapport au travail journalistique en Algérie. Je pense, si on tient au point que M6 a été interdit donc, de tourner dorénavant en Algérie, je pense que nous n'avons pas avancé sur certains points très intéressants pour comprendre les profondeurs de ce dossier. Je pense, à mon avis, il faudra discuter notre conception de nous-mêmes qu'on a vis-à-vis de la presse. Et quand je parle sur nous-mêmes, je ne parle pas seulement du pouvoir algérien, parce que, après tout, c'est notre pays, mais je parle aussi sur nous en tant qu'opposition, ou bien en tant qu'élite, ou bien en tant que peuple. Je pense qu'on a une relation très mitigée vis-à-vis du travail journalistique.
Parce qu'on ne comprend pas et on ne veut pas admettre qu'un journaliste, il a une ligne éditoriale. Et cette ligne éditoriale, il doit la défendre. Et c'est tout à fait normal. D'un autre côté, un journaliste, il a des angles, ce qu'on appelle des angles d'approche. Et ces deux principes-là fondamentaux du travail journalistique, elles ne sont pas à mettre en cause. Ce qui est à mettre en cause, c'est la diffamation et la désorientation du message à travers lequel on le passe à travers un documentaire. Donc, je pense que cette situation a résulté un argument pour le pouvoir aussi d'attaquer la presse étrangère. Donc nous, on a une vision très complotiste par rapport à tout ce qui est média. Donc aussi, ça, c'est l'effet aussi de ce qui s'est passé ici en Algérie, ce qu'on a subi à travers donc, les médias publics, et aussi le contrôle des médias et de l'information privée. Donc cette résultante-là, ça nous a influencé. Donc ça a influencé notre conception vis-à-vis de tout ce qui est médiatique. Donc là, c'est le premier point. Donc ce point-là est apparu clairement, surtout après le documentaire de France 5 auquel j'ai participé, donc du réalisateur donc, de Mustafa Kissous, donc le journaliste dans le journal du Monde. Donc le pouvoir, à l'époque, donc en mai dernier, a profité au fait de cette conception très complotiste qu'on a vis-à-vis des médias étrangers, spécifiquement, bien sûr, des médias français par rapport aux relations très mitigeuses qu'on a à travers l'histoire. Donc, ils profitent de cela, non pas pour protéger l'Algérie, non pas pour protéger les intérêts économiques et sécuritaires de l'Algérie, mais plutôt pour encore mettre l'Algérie dans un embarras. Déjà, il faut le souligner, l'Algérie est une prison à ciel ouvert, et l'Algérie n'a pas d'image à l'extérieur, on n'a pas d'image de l'Algérie. Même les journalistes qui voudront travailler honnêtement sur l'Algérie n'ont pas une idée claire et nette sur l'Algérie. Donc l'Algérie, c'est une prison à ciel ouvert. C'est une prison où on enferme l'information. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, il est très très difficile pour les journalistes étrangers de travailler en Algérie. Je vous raconte juste une expérience personnelle. Durant le Hirak, il y a eu donc une journaliste étrangère canadienne qui est venue donc à Tizi Ouzou pour couvrir les événements qui se font à camp des Hirak. Cette journaliste-là, elle a eu exactement un visa journalistique de la part donc d'une institution souveraine, qui est le ministère des Affaires étrangères, représenté donc par le consulat général du Canada. Donc, elle a eu un ordre de mission aussi par son organe médiatique. Et en arrivant à Tizi Ouzou, donc elle a commencé sa tournée, elle a été interceptée, arrêtée, et même on l'a menacée directement qu'on pouvait directement la conduire à l'aéroport et elle sera expulsée. Donc, il a fallu l'intervention de plusieurs avocats et un petit pied de pression pour qu'elle soit relâchée. Donc ici, ça nous donne un peu la difficulté des journalistes étrangers pour travailler en Algérie. Donc d'un autre côté, nous-mêmes, on doit être cohérents. On ne peut pas critiquer beaucoup les journalistes étrangers du fait du travail, entre guillemets, médiocre qu'ils réalisent sur l'Algérie, parce qu'il est très difficile de tourner en Algérie. Il est très difficile de réaliser un travail journalistique en Algérie. D'un autre côté, on ne doit pas tomber dans les amalgames. Ça veut dire tomber dans les questions complotistes à chaque fois qu'on tombe dans cette idée complotiste. Un militant un militant, ou bien un personnage public, il doit faire face aux médias. Et cette situation, donc, c'est ce qui crée le débat. Et à la fin, on pourra faire des mises au point, on pourra faire des éclaircissements, on pourra engendrer des débats sur le résultat journalistique. Donc, il faudra participer donc, à ce genre d'initiative. Il ne faut pas tomber dans le jeu où on va mettre l'Algérie dans une bouteille et éliminer toute forme d'image de l'Algérie. Pour terminer sur le documentaire de M6, je ne vois pas où M6, par exemple... Allô ? Oui, je vous entends très bien. Je vous entends très bien, maître. Désolé. Donc, personnellement, pour revenir sur le documentaire d'M6, la question que je me pose, cette question qui revient toujours, est-ce que ce documentaire ou bien ces documentaires représentent le Hirak ou pas ? C'est absolument aberrant. C'est absolument quelque chose que je n'arrive plus à comprendre dans la scène politique et médiatique, et même à travers de certains leaders du Hirak. Quand on parle que ça ne représente pas le Hirak, est-ce que le malaise des Algériens à travers quand ils reçoivent leur maison en situation désastreuse, est-ce que cela ne représente pas le cœur des Hirak, le cœur des gens qui en ont assez de la corruption, de la déliquescence de l'État ? Est-ce que quand on voit tous ces malheurs à travers ces films ne représentent pas le Hirak ? Le Hirak n'est pas les marches du vendredi, n'est pas seulement les personnages qui se voient, n'est pas seulement les prisonniers politiques. Le Hirak aussi, c'est un esprit de gens et d'une population qui en a marre d'une situation donnée. Et cette situation donnée, ça a été montré bien sûr à travers le documentaire d'M6. Maintenant, M6 a une orientation idéologique bien claire, ça c'est tout à fait normal et c'est tout à fait défendable, mais maintenant il faut débattre le résultat, il faut débattre le sujet.
Mais cette question de toujours qu'on revient, est-ce que ça représente le Hirak? Est-ce que c'est l'image du Hirak? Je pense que c'est vraiment hors contexte. Ok, le ministère de la Communication dit que c'est un regard biaisé sur le Hirak. Parlons bien sûr de ce reportage de M6. Oui, pour eux maintenant, ils essayent de jouer le double jeu. De l'intérieur, ils essayent d'en tirer toute forme de contestation. Et vers la vie de l'extérieur, ils veulent en quelque sorte se poser comme les protecteurs du mouvement national, de ce mouvement qui a su quand même réunir tous les Algériens pour certains points, pour plus de démocratie, pour plus de liberté. Mais Maître, est-ce qu'il n'y a pas une incohérence là dans ce que je viens de dire? Et ça a été bien sûr dit par le ministère de la Communication, quand on dit qu'on porte un regard biaisé, alors que de l'autre côté, on voit bien sûr, vous êtes maître, et je pense que vous défendez beaucoup de détenus politiques qui réclament dans ce même Hirak le changement de régime. Donc on se pose la question, le pouvoir se positionne où? Au fait, il faut savoir, toute forme de pouvoir, et surtout dans le contexte actuel du pouvoir algérien, il y a une forme ils sont vicieux. Ils le savent bien le faire. Donc, comme j'ai dit, de l'intérieur, ils essayent de toute forme d'attaquer le mouvement de l'intérieur, d'attaquer toute forme de contestation, mais à l'extérieur, ils essaient de se montrer comme étant les protecteurs d'un mouvement démocratique. Ils essaient en quelque sorte de dire aux Algériens, et ça c'est un message caché à travers la communication, donc le ministère de la Communication, c'est une forme qu'on entend beaucoup, et notamment chez les hommes de sécurité de l'État algérien, ça veut dire tous ceux qui travaillent au milieu sécuritaire, ont ce discours-là. On dit généralement aux Algériens, entre nous, il n'y a pas de problème, on peut se frapper, on peut se taper, mais dès qu'un élément externe rentre dans le débat, il faut le rejeter. Et ça a été toujours répété par le pouvoir. C'est une forme de dire aux Algériens, et on le voit par exemple avec ce qui s'est passé avec Amnesty International, ou bien les organisations internationales telles que RSF, et Reporters sans frontières, donc de dire aux gens, de dire aux Algériens, on a le droit de vous emprisonner, on a le droit de vous frapper, on a le droit de bafouer vos droits, on a le droit de vous interdire l'information, mais on peut tout débattre de l'intérieur, on peut en quelque sorte faire tout de l'intérieur. Mais dès qu'il y a un élément extérieur, on dit aux Algériens, écoutez, ça c'est un élément extérieur, il ne faut pas l'inclure dans l'élément interne. Alors que ça, c'est un piège. L'Algérie n'est pas un pays détaché du monde, l'Algérie a un contexte géostratégique, l'Algérie est membre du Conseil des Nations Unies. Ils ont même payé, Ahmed Mazouz, ils ont même payé des organismes de communication pour donner une image positive de l'Algérie. Exactement. C'est ça, tout ce qui pour eux est légitime, pour nous était légitime. Parce qu'on doit souligner au peuple algérien, l'Algérie a ratifié des conventions internationales. Et ces conventions internationales, ce n'est pas des lois de l'Occident, ce n'est pas des lois de l'impérialisme, mais c'est des lois qui poussent le monde à vivre dans de plus de dignité, qui visent à ce que l'être humain vive en dignité. Très bien. Ces conventions sont partagées par toutes les nations du monde. Donc on a le droit de communiquer à l'extérieur, et l'extérieur a le droit de communiquer sur nous. Très bien. Restez avec nous, Maître. Restez avec nous, Athman Bessalem. Restez avec nous. Je reviens à vous, Siag Choud. Comment vous avez trouvé donc ce reportage, Siag Choud? Oui, mais je voulais rebondir sur ce que vous disiez par rapport au regard biaisé. Je trouve que c'est un peu l'hôpital qui se moque de la charité. Et c'est tout de même assez culotté de parler de regard biaisé alors qu'eux-mêmes portent ce regard sur le Hirak et l'interprètent à leur guise. D'ailleurs, quand j'entends le ministre de la Communication, M. Belhimar, qui dit on veut faire croire des choses sur le Hirak, on veut manipuler l'image du Hirak, moi ça me fait véritablement sourire. Après, par rapport à ce documentaire qui a été réalisé par M6, j'étais pas surprise. Je m'attendais à ce qu'il y ait cette forme de lecture, notamment avec l'actualité en ce moment qu'on voit un peu partout. Il y a véritablement un climat, je vous le dis en toute franchise, il y a véritablement un climat islamophobe.
en Europe et en France en particulier. Et j'ai trouvé que ce reportage avait beaucoup insisté sur l'islamisation de l'Algérie. Il a montré donc indirectement, Sieg Choud, vous êtes en train d'appuyer les arguments du ministère de la Communication. Non, c'est pas appuyer leurs arguments. Non, c'est pas appuyer leurs arguments. Mais on sait très bien, Sieg Choud, que ce genre de reportage, et c'est une chaîne française, est destiné beaucoup plus donc, aux téléspectateurs européens ou français, si on peut dire. Oui, effectivement. Et il est clair que ce documentaire était censé traiter du Hirak. Donc moi je m'attendais, j'aurais souhaité qu'ils montrent véritablement quelles étaient les revendications du Hirak et non pas qu'ils appuient le fait que l'Algérie soit un pays musulman avec des revendications islamistes. C'est un peu ce que j'ai vu. Maintenant par rapport aux condamnations du ministère de la Communication... Est-ce que ce n'est pas une faute aussi, Sieg Choud, de n'avoir pas accepté de participer dans ce reportage et de faire passer aussi vos idées et votre, et si on peut dire votre regard et votre vision sur cette révolution? Alors, cette journaliste, quand elle m'avait contactée, je lui avais dit clairement que si jamais il devait intervenir, qu'on allait filmer absolument tout pour être sûr qu'il n'y avait pas de message qui allait être détourné au montage, etc. Je n'ai pas eu de retour positif par rapport à ces demandes. Donc, je ne voulais pas prendre de risques et je vois au jour d'aujourd'hui, quand la youtubeuse se dit qu'elle n'a pas eu, que les paroles qu'elle a relatées ont été détournées. Mais c'est ce qu'elle dit, Sieg Choud, on ne sait pas. C'est ce qu'elle dit, et même le ministère de la Communication s'appuie sur ça pour interdire M6 et aussi ouvrir déposer plainte par rapport contre la chaîne M6. Eux, ils parlent d'autorisation, alors qu'il y a une autorisation qui a été demandée en mai 2018, qui a été prolongée plusieurs fois jusqu'en 2019. Et c'était, s'il devait se retourner contre quelqu'un, ça serait le ministre de la Communication qui était là en 2018 et qui s'appelait Jamel Karouane. Et non pas l'équipe de M6, parce qu'ils avaient véritablement une autorisation. La seule autorisation qui a été rejetée, c'était en mai 2020, et c'était bien M. Belhimar qui était ministre. Et là, ils avaient simplement demandé une autorisation pour faire un tournage à Oran et ils ne l'avaient pas eu et le tournage n'a pas eu lieu. Donc aujourd'hui, eux, ils portent plainte non pas pour l'image biaisée, ça c'était simplement leur petite anecdote pour essayer de manipuler les foules et dire nous, on sait quelles sont les revendications du Hirak et on est avec. Ce n'est pas du tout ce que moi je suis en train de pointer du doigt dans ce documentaire de M6. Par contre, ils veulent attaquer M6 et l'équipe d'enquête exclusive pour les autorisations que, soi-disant, ils n'avaient pas. Très bien. En tous les cas, ils n'ont pas attaqué que M6, RSF aussi. Et on a Souhaib Khayati qui est directeur du bureau Afrique du Nord de RSF depuis Tunis, qui est avec nous via Skype. On va essayer d'entendre Souhaib Khayati. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Bonsoir, marhaba bik. Bonsoir, marhaba bikum, c'est moi qui vous remercie. On va essayer d'entendre ce qu'a dit, bien sûr, Abdelmajid Tebboune par rapport à votre ONG et je reviendrai à vous. مع الأسف فيه بعض من أولاد بلادي يعني مثقفين وهذا منين تهضر هذا الكلام يقول لك لو سيندروم دو لا كومبلوتيت. البلاد هذه لازم تتحطم بصفة ولا أخرى، فركتها من الداخل. جربوا معنا كل شيء، بغاو يفركتوا الجيش، طالقينهم يسبوا في الجيش ويسب كذا وماذا. وين شفت انت حكم عسكري عندنا هنايا؟ وين؟ شعارات يعني الامور الشاذه يجيبوها يبي منظمه غير حكوميه، ما هي لا قران ولا مكه ولا نبي، هذو بشر مجموعين لسبب ما
ناخذ RSF. RSF وين تخلقت؟ الصحافة نتاع فرنسا ما يدافعوش عليها. القسم نتاعهم الجزائر. هذا هو. فيه بعض الأمور اللي ما يقدروش بعض الدول يحاربون فيها دبلوماسيين اللي مفضوحين. يطلق عليك يسموه. كاين بعض الجزائريين هم الذين ينتجون خطاب الكراهيه هنا في الجزائر. الجودا راهم موجودين في العالم بيسريه. لي بوكوس لي جودا هذو كاع ساهلين التجنيد. نعرف ولكن حنا نكونوا رجال، حنا ندافعوا على بلادنا. انا نقول لك امنيستي انترناسيونال انا شخصيا نحترمها. علاه؟ امنيستي انترناسيونال بينوا في وقت فات باللي ضد الحرب وضد الاسلحه وضد هذه وداروا. شوف RSF فيها صحفيين محترمين جايين على نيتهم، ولكن الشابو انا نهار اللي شفت هذاك ولد الكولون تاع متيجه داروه مسؤول. لا يا خويا انت تعلمني احشم على روحك. 500 جزائري ذبحتوها وجسك على بالي بلي رئيس بلديه انت حزب متطرف يميني متطرف. هذا الدليل باللي يميني ومتطرف. جيت تعلمني انا ريبورتير سون فرونتيير، جيت تعلمني انا الصحافه نتاعنا. هي سبحان الله. لا شويه انا هاد لي زوانجي فيهم المحترمين، فيهم قبل ما تكلم على وانجي احنا نبحثوا شكون المؤسسين نتاعها، شكون الاعضاء نتاعها، ما هو التمويل تاعهم، وتم تحترم. Sohaib Khiyati, vous avez entendu le président Abdelmadjid Tebboune. Il dit avoir respecté, qu'il respecte bien sûr Amnesty International, mais qu'il voit en votre organisation, donc votre ONG, un élément déstabilisateur pour l'Algérie. Ces propos du président Tebboune ne nous surprennent pas. Il s'est déjà attaqué à Reporters sans frontières lors de sa première interview télévisée le mois de mai dernier, et il avait présenté pratiquement les mêmes arguments. Donc il parle de Ménard et de Robert Ménard. De Robert Ménard, le premier secrétaire général de Reporters sans frontières, qui a quitté, pour rappel, qui a quitté Reporters sans frontières en 2007. Et RSF a pris ses distances à plusieurs reprises de Robert Ménard depuis qu'il a choisi d'embrasser une carrière politique. Donc ça a été fait par deux fois avec une tribune des historiques de RSF qui était parue dans le journal Le Monde. Donc cet argument n'est pas recevable et je pense que les Algériennes et les Algériens savent très bien qui vit dans la théorie du complot, qui veut nier la réalité des faits et des choses et qui est là pour appuyer les aspirations et accompagner les aspirations, leur aspiration à la démocratie, à une transition démocratique. Donc, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Le ridicule ne tue pas, mais il amoche irréversiblement. Et donc, quand il y a cet entêtement de la part du chef de l'État algérien contre RSF, et les arguments qu'il présente, ça démontre à quel point il est au niveau du régime algérien, ils sont à court d'arguments et il ne trouve pas d'autres accusations à porter aux ONG internationales, sauf un détail. Mais pourquoi, Sohaib, pourquoi votre ONG a été montrée du doigt par Abdelmadjid Tebboune? Pourquoi? Parce que notre ONG, elle soutient depuis des années et des années la liberté d'expression en Algérie, la liberté de l'information, et que Khaled Drani, qui est aussi notre correspondant en Algérie, était devenu un symbole de la lutte pour la liberté de l'information. Il était devenu une référence pour ses collègues algériens. Il était, pendant une année, il a couvert le Hirak, et non seulement le Hirak, même les manifestations pro-régime. Donc, il a été professionnel, il a été indépendant. C'est ce qui a agacé le régime algérien, qui a profité de la Covid-19
pour mettre fin à cet exercice libre et indépendant du journalisme, en se débarrassant de Khaled, en le plaçant en prison sur la base d'un dossier complètement vide et complètement fabriqué de toutes pièces. Et comment donc vous avez vécu le procès de Khaled Drarni et aussi donc cette condamnation à 2 ans de prison ferme? Comment RSF a réagi à tout ça? RSF, depuis l'incarcération de Khaled, RSF s'est mobilisé pour organiser le soutien à la famille et aux avocats de Khaled à travers plusieurs initiatives. Il y a eu plusieurs tribunes dans des journaux internationaux, que ce soit en Belgique ou en France. Il y a eu un appui sur le Washington Post, le jour même où un article prépayé sur un journal d'extrême droite, faut-il le rappeler, le Washington Times a vanté les mérites du régime de Tebboune. Donc, ceux qui, en matière d'historique d'acquaintance avec l'extrême droite, on sait qui a été celui qui a cherché les faveurs de l'extrême droite. Donc ça, c'est pour ouvrir une parenthèse, pour fermer une parenthèse, pardon. Donc il y a le comité international de soutien à Khaled qui s'exprime chaque fois où Khaled est présenté au juge, où Khaled est interrogé. Il y a aussi notre soutien au comité algérien pour Khaled et la mobilisation au niveau international pour demander sa libération. Nous avons suscité aussi la réaction des experts de l'ONU par rapport à la dernière sentence. Donc on fait tout ce qui est nécessaire pour sensibiliser sur le cas Khaled Drarni, et c'est ce qui agace justement le régime algérien, et c'est ce qui fait réagir et le ministre Belhimer et le président Tebboune à chaque intervention médiatique. Et ça se voit que leur problème, ce qui les agace, ce qui ne supportait pas, c'était l'exercice du journalisme, journalisme indépendant et libre. Très bien. Restez avec nous, Souhaib Khiyati. On a été rejoint par Linda Abou, qui est journaliste depuis Alger. Linda Abou, bonsoir et merci d'avoir accepté l'invitation. Marhaba bik. Bonsoir, bonsoir à tous les téléspectateurs. Merci pour l'invitation. Merci à vous. Merci Linda Abou. Linda Abou, Abdelmajid Tebboune dit que le problème de la liberté de la presse ne se pose pas en Algérie. Votre réaction? Le problème de la liberté de la presse existe en Algérie. La preuve, c'est le journaliste libre Khaled Drarni qui se trouve en prison aujourd'hui et qui a été arrêté lors d'une mission de travail. Il était en train de couvrir une manifestation le 7 mars de 2020, samedi 7 mars de 2020 en Algérie. Et il est poursuivi pour un délit de presse. Moi-même, j'ai assisté à son procès. Il a été interrogé par la juge du tribunal de Sidi Mohamed à Alger sur son métier de journaliste. On lui a posé des questions sur les raisons de sa présence à Dédouche Morag le 7 mars. Or, Khaled Drarni était en couverture. On lui a posé des questions sur des communiqués qu'il avait publiés en tant que journaliste. On ne peut pas dire qu'il n'y a pas un problème de liberté de la presse en Algérie lorsque nous avons plusieurs sites d'information censurés, lorsque nous avons Radio M censuré, Interligne Algérie censurée, lorsque nous avons Maghreb émergent, TSA, la radio des sans-voix, et il y a depuis 2 jours, on censurait encore à notre site, qui n'est pas Linda Abou, réflexion, oui, donc il y a un problème. Linda Abou, excusez-moi, je vous ai coupé la parole. De l'autre côté aussi, Abdelmajid Tebboune
dit qu'en Algérie, on a plus de 180 titres de journaux et on a plus de 8500 journalistes. Et il lance le défi. Il dit, est-ce qu'un journaliste a écrit un article, il a été poursuivi parce qu'il a écrit un article qui était, on peut dire... Oui, bien sûr. Il y a des journalistes qui ont passé la nuit dans un commissariat parce qu'ils ont écrit journaliste du journal du quotidien arabophone, As-Sawt al-Akhar, qui avait écrit un papier, un article d'information sur le Covid-19 et ils étaient interpellés et ils ont passé la nuit dans un commissariat et ils sont actuellement sous contrôle judiciaire pour un délit de presse. Khaled Rarni, il était en couverture, donc on ne peut pas dire que ça n'existe pas. Maghreb émergent est censuré aujourd'hui à cause d'un article d'opinion. Donc un journaliste avait écrit un article d'opinion sur les 100 jours de Abdelmajid Tebboune. En fait, ce journaliste n'avait pas défamé Abdelmajid Tebboune, mais le pouvoir a choisi de censurer tout un média pour un article poursuivre en justice ce journaliste-là. C'est vraiment, il avait défamé Abdelmajid Tebboune. Donc, franchement, je ne comprends pas pourquoi le pouvoir insiste à chaque fois qu'il n'y a pas de problème de liberté de la presse en Algérie. Et quand il dit que les journaux sont soutenus bien sûr par le papier d'impression et la publicité, qu'est-ce que vous en pensez de ça? Ce ne sont pas tous les quotidiens, tous les journaux. Linda Abou? Je pense qu'on a perdu Linda Abou, non? Linda Abou, on va essayer de vous rappeler, je pense qu'on a un petit souci avec votre ligne. On va revenir à Siak Choud. À Siak Choud, vous m'avez dit que vous n'avez pas participé, que vous avez pris la décision de ne pas participer donc à ce documentaire. D'abord, pourquoi? Est-ce que c'est pas la bonne décision, si on peut dire, de ne pas participer dans ce genre de documentaire, si on veut vraiment faire montrer ce qui se passe en Algérie? Oui, non, c'est clair, mais à partir du moment où il y a une transparence et qu'on peut avoir accès à ce qu'on dit et à ce qu'on a montré, là, il n'y a pas de problème. D'ailleurs, enquête exclusive, c'est rare qu'elle joue le jeu justement de montrer le documentaire après le montage, avant qu'il soit diffusé. Et ça, c'était inquiétant. C'est tout de même important de préserver l'image du Hirak aujourd'hui. Cette marche, elle a déjà été, comment dire, il y avait beaucoup de tensions et c'était très difficile de la ramener jusqu'au bout. Vous avez bien vu tout ce qui s'est passé jusqu'au 24 août. Donc je n'avais pas envie de rajouter un élément supplémentaire qui allait encore plus... Voilà. Excusez-moi, je vais juste reprendre Linda Abou qui est avec nous parce que on l'aura pas pour longtemps et la communication elle est très mauvaise. On me dit la ligne, donc on essaiera de profiter le temps qu'elle est avec nous. Linda Abou, est-ce que vous m'entendez? Oui, je m'excuse pour la coupure. Il n'y a pas de souci. Je voulais finir mon idée, c'est que c'est vrai que l'État subventionne le papier, mais pour l'impression aussi, mais ce n'est pas tous les journaux qui impriment dans les imprimeries publiques. Il y a des journaux tels que Al-Watan, Al-Khabar et Liberté qui ont leur propre imprimerie. Mais ce qu'il faut signaler, c'est que cette subvention du papier et de l'impression, ces deux options sont utilisées comme moyen de pression et de censure. Donc un journal qui publie un article qui ne plaît pas ne sera automatiquement pas imprimé.
dans les imprimeries publiques. Vous Et voyez, on l'a vu avec le Watan. Un journal qui essaye, le Watan, il a sa propre, son imprimerie. Mais il a été privé de la publicité, de la net. De ce problème. Bien sûr. Donc c'est des moyens de pression qu'on utilise pour limiter la liberté d'expression des journaux. Voilà. Très bien. Vous avez organisé aujourd'hui, Linda Abou, avec bien sûr les avocats Mustafa Bouchachi, Abdelghani Badi et Zoubida Assoul, une conférence de presse. Donc, sur Khaled Drarni, quel était donc l'objectif de cette conférence de presse? Cette conférence de presse a été organisée aujourd'hui par le collectif de soutien à Khaled Drarni. Donc l'objectif c'était de donner plus d'informations et des précisions sur ce dossier, sur le dossier de Khaled Drarni. Les avocats, c'est les avocats de Khaled Drarni qui ont animé cette conférence de presse, et ça rentre dans le cadre des activités et des actions que ce collectif mène à chaque fois. Donc il y a un rassemblement de solidarité qui s'organise chaque lundi à 12h30 à la maison de la presse à Tahar Djaout à Alger, et aussi la conférence lors de la conférence d'aujourd'hui, le comité de soutien a annoncé qu'il est ouvert pour tout le monde. Donc ce n'est pas aux journalistes uniquement, c'est ouvert pour tous les gens qui veulent soutenir Khaled Drarni, qui veulent soutenir les détenus d'opinion, car le comité aujourd'hui annonce sa solidarité et tend la main à tous les autres comités qui travaillent pour la libération des détenus d'opinion et du Hirak en Algérie. Il n'est pas exclusivement donc pour Khaled Drarni, c'est ouvert aussi à tous les comités qui soutiennent d'autres détenus, c'est ça? Bien sûr, donc le comité va travailler avec tous les comités de soutien qui travaillent pour la libération des détenus d'opinion et du Hirak. Merci Linda Abou, merci beaucoup pour merci à vous. Merci beaucoup Linda Abou, journaliste qui était avec nous depuis Alger. Je reviens à vous, Sieg Choud, très rapidement. Juste pour finir ce que j'étais en train de dire, j'ai pas vraiment de regrets, et je n'étais pas seule à prendre cette décision, hein. J'étais avec un groupe, et je n'ai pas de regrets déjà parce que je vois que le pouvoir, le régime, encore une fois, il est allé vers le ridicule, hein, aujourd'hui en portant cette plainte contre une chaîne. Et ce président, ce fameux président qui déclare que RSF veut déstabiliser le pays, le ministre de la Communication qui déclare que M6 veut déstabiliser le pays, c'est une continuité de ridicule. Cette conspiration entre M6 et RSF pour déstabiliser tout un pays, c'est tout de même extrêmement ridicule, et ça montre leur incompétence. Du même niveau que leur député Naïma Saleh qui se dit ensorcelée. On est vraiment dans un sketch. Je vous dis, c'est un sketch. Donc, c'est tout ce que je peux dire, et je le déplore véritablement pour mon pays. D'avoir des personnes comme ça à sa tête. Maître Ahmed Bessalem, beaucoup de lectures, bien sûr, par rapport donc, à l'interdiction de M6 en Algérie. Est-ce que vous pensez que c'est un signe de faiblesse du pouvoir algérien? Absolument. Donc, pour répondre à cette question, c'est oui. Parce qu'il faudra bien analyser la situation actuelle au sein du pouvoir et même au sein de la présidence. Je l'ai dit déjà dans une précédente intervention sur votre chaîne et même sur votre plateau. Actuellement, le président de la République, Tebboune, se sent dans une situation un petit peu faible. Et donc, pour qu'il puisse en quelque sorte récupérer une certaine légitimité et asseoir un certain pouvoir, donc pour lui et dans la stratégie de ceux qui l'entourent, il est impérativement important donc pour eux et pour son équipe, déjà de 1, d'essayer donc d'écarter au maximum tous les éléments et les anciens donc, amis de Gaïd Salah. Donc on a vu quand même ce qui s'est passé avec certains généraux et certains proches de Gaïd Salah, donc parce que c'était d'un autre côté les personnes ou bien le groupe qui étaient très puissants et qui pouvaient partager le pouvoir avec Tebboune, donc ils pouvaient quand même l'influencer et même l'obliger à prendre certaines décisions politiques. Donc de ce côté-là, donc il y a un certain
coming back de toute l'ancienne équipe. D'ailleurs, on a vu ça avec la libération donc, de l'ex-général Najbar. On a vu aussi la réhabilitation de Ben Hadid. On a vu aussi la réhabilitation du général Hassan qui a été arrêté suite aux événements de Tigountourin. Donc de ce côté-là, Tebboune, il a en quelque sorte, ainsi que son équipe, réussi un petit peu à rééquilibrer les poids du pouvoir à l'intérieur. Mais il reste le poids interne. Le poids interne, bien sûr, c'est à travers la censure. Donc je profite de ce point-là donc, pour dire que quand j'ai entendu qu'il disait qu'en Algérie, il y a la liberté de la presse, je pense que ce que la brillante journaliste Linda Abou a souligné sur les censures et sur le nombre de journalistes actuellement arrêtés et le nombre de journalistes qui sont pour un oui, pour un non conduits dans le cadre du contrôle judiciaire. On cite aussi Saïd Boudour à titre d'exemple. Ça fait longtemps qu'il est actuellement arrêté et Saïd Boudour n'a aucune acquaintance, n'a aucune relation avec des médias étrangers. Donc on voit clairement qu'en réalité, ils essaient de trouver des alibis pour affaiblir le front interne. Donc, et ça montre leur faiblesse. Mais il y a un autre plan aussi, un autre front qui est très important pour Tebboune, c'est le front extérieur. Et le front extérieur, actuellement, pour ce qui est de la médiatisation, pour faire un peu plus de buzz et jouer sur la sensibilité de certains Algériens, c'est la question de la France. Donc, sur le plan extérieur, il a besoin, en quelque sorte, de négocier. Il a besoin d'apparaître. Il a besoin d'être présent. C'est exactement, il essaye de copier une fausse image de Bouteflika. Moi, quand je le vois, je vois exactement Bouteflika, mais dans une fausse copie. Donc, il essaie de s'imposer donc sur les questions extérieures. On l'a vu, par exemple, après avoir refusé une rencontre à Paris, d'essayer de se dire que je suis beaucoup plus important que ce genre de rencontre. On l'a vu donc avec ses positions contre les ONG internationales et y compris RSF. Donc, on le comprend aussi avec sa décision, donc ainsi que son équipe d'interdire à M6 donc de réaliser prochainement donc des reportages et un travail journalistique en Algérie. Donc, c'est une volonté d'exister à l'extérieur, c'est une volonté de se légitimer, de se dire je suis le maître à bord, je suis le président de la République. Et ça, une personne qui fait tout cela, c'est un signe clair et net d'une faiblesse. Très bien. Souhaib Khiyati, je vais revenir à vous. Est-ce que donc la censure est un signe de faiblesse? Vous, en tant qu'organisation, bien sûr, qui défend la liberté de la presse, la liberté de la parole, est-ce que vous pensez que la censure est un signe de faiblesse? Comment on peut qualifier autrement la censure dans un pays où, enfin, pas un pays, un régime qui veut se présenter comme démocratique, au point que certains sont envieux de cette démocratie. En même temps, la censure, elle est érigée en règle en Algérie. Tous les médias discordants, tous les médias qui ont qui offrent un espace de liberté pour les journalistes ou pour les analystes sont automatiquement censurés. Linda vient d'énumérer les sites et les médias désormais inaccessibles en Algérie, se prévaloir de 180 titres et du fil de l'APS gratuit et du papier et de l'imprimerie ne change rien au fait que la censure est une règle érigée en règle en Algérie. Mais il y a de l'autre côté, Souhaib Khiyati, c'est vrai qu'il y a une mobilisation à l'international en soutien à Khaled Drarni. Mais il y a aussi des journalistes, des confrères journalistes qui disent qui soutiennent que Khaled Drarni n'avait pas d'autorisation de travail et que ce procès n'était pas lié à son travail journalistique. C'est désolant. C'est vraiment désolant d'entendre des journalistes dire ça, parce que le combat est un en Algérie. C'est un combat pour la démocratisation. La liberté d'expression, la liberté de la presse font partie, c'est une composante essentielle de ce combat.
et on doit pas, et les personnes qui donnent du crédit à l'argumentaire du régime font beaucoup de mal au secteur. Ils font beaucoup de mal au secteur médiatique et au combat que mènent les Algériens. Les journalistes les journalistes sont à l'avant-garde de cette bataille depuis des années et des années. Ils font partie de l'élite algérienne qui est très liée au peuple en même temps, tout en étant une élite. C'est eux qui portent la voix du peuple, la voix des démunis, la voix des défavorisés. Et adhérer à la version du régime, c'est juste désolant et affligeant en même temps. Donc, moi, personnellement, je ne trouve pas d'autres qualificatifs à cette attitude. Très bien. Pourquoi donc Tebboune utilise cette stratégie? Chaque fois, donc, il s'attaque à des chaînes étrangères ou à des ONG étrangères. Pourquoi dans... S'il est en mal de légitimité, c'est son problème. Vraiment, nous, qu'est-ce qu'on va faire? C'est pas à nous c'est pas aux ONG internationales, c'est pas aux défenseurs des droits de l'homme de mener des batailles pour le régime algérien. Nous, on est là, on reste vigilant par rapport aux droits de l'homme en général et au droit à l'information et à la liberté d'expression. C'est notre mandat, il est très clair. Chaque fois qu'il y a ces droits sont bafoués, on réagit. Nous, on est dans la clarté. Nous, on est dans... Mais il vous a accusé, Souhaib Khiyati, il a accusé votre organisation étant un élément de déstabilisation pour l'Algérie. Il vous a accusé. Qui veut déstabiliser l'Algérie? Qui veut déstabiliser l'Algérie? C'est ça la question qu'il faut poser. Et dans ce cas, Souhaib Khiyati, comment vous pouvez réagir par rapport à ce genre d'accusation? Comment votre organisation, comment votre ONG? Nous, on reste cohérents. Nous, on a un mandat clair. On reste cohérents. On défend les journalistes algériens, on défend les médias algériens. C'est ça notre mandat. Comme on défend tous les journalistes et tous les médias partout dans le monde, sans distinction. Et il dit qu'on ne défend pas les journalistes français. Aujourd'hui même, on a adressé un CP au ministre de l'Intérieur français par rapport à des aspects liés aux manifestations, à la couverture des manifestations. On n'a pas de complexe par rapport au siège qui se retrouve à Paris. Chaque fois qu'il fallait critiquer le régime, chaque fois qu'il fallait critiquer le gouvernement français, n'importe quel gouvernement de gauche ou de droite, on l'a fait, on n'a jamais hésité à le faire. Je reviens sur la question de la déstabilisation. Est-ce que c'est plutôt les gens qui veulent, en 2020, des gens qui veulent contrôler l'information, qui veulent faire en sorte qu'il y ait une version unique des faits qui doit être reprise par la presse et par les médias, en 2020, avec une population extrêmement jeune en Algérie qui maîtrise parfaitement les nouvelles technologies, qui est hyper connectée. Tout se sait en Algérie en temps réel. Toutes les affaires sont publiques. Et bien sûr avec un grand risque de fake news et de diffamation. Seul l'exercice professionnel du journalisme protège les populations, comme protègent les élus et les responsables élus de la diffamation des fake news. Une information traitée selon un processus journalistique est une information viable, est une information digne de confiance. Donc, c'est une garantie pour la démocratie et pour la durabilité des régimes démocratiques. Donc, très bien. Celui qui veut contrôler la presse, là, il méprise l'intelligence
des Algériennes et des Algériens et des jeunes Algériens qui se sont mobilisés pendant plus d'une année pacifiquement pour la démocratie et la liberté. Très bien. Restez avec nous, Souhaib Khayati. À vous, Assiag Choud. Souhaib Khayati nous dit que la jeunesse algérienne est hyper connectée. Pourquoi donc ce régime s'appuie sur des chaînes qui relatent des fois des fake news et aussi qui relatent une situation qui n'est pas du tout juste? Ce qu'on a remarqué depuis quelque temps, en fait, et c'est tout de même incroyable de le constater, c'est qu'ils sont actuellement partis dans une stratégie de fake news pour essayer de se mettre le maximum de personnes dans la poche, notamment avec ce documentaire Enquête exclusive. En fait, on a bien vu que la plupart de nos compatriotes se sont un peu, exclamés sur les réseaux sociaux et un peu partout contre ce documentaire en disant que ce n'était pas fidèle. Je pense que d'une manière assez, je sais pas, un peu simpliste, ce président s'est dit, voilà, je vais condamner le ministre de la Communication, s'est dit, je vais condamner jusqu'à porter une plainte. Ça, c'est encore plus grave parce qu'on ne sait pas où ils ont porté leur plainte. C'est sur le sol algérien ou en France, là où se trouve cette chaîne. Mais il va falloir quand même aller devant les tribunaux et argumenter. Et a priori, la chaîne M6 a aussi des arguments en face en disant qu'ils avaient les accréditations et les autorisations. Donc moi, je pense que ce comportement aujourd'hui, il est un peu pas réfléchi, à l'image un petit peu de tout ce qu'ils sont en train de faire pour essayer au maximum d'avoir la population de leur côté. Et il n'y a pas de véritable message. Moi, je ne leur donnerai pas toute cette importance en disant qu'ils ont une stratégie. Moi, je les trouve très incompétents dans tout ce qu'ils sont en train de faire. Si l'ONU avait décidé de porter plainte contre M. Belhimar et comment ça s'appelle, l'organe de presse, qu'est-ce qu'ils auraient dit? Parce que mais pourquoi donc ils essayent toujours de jouer sur ça? Est-ce que vous pensez aussi que on est à 5 semaines, je l'ai dit dans mon intro, oui, par rapport à ce référendum du 1er novembre, qui est une date symbolique bien sûr. Est-ce que vous pensez que le régime essaye de jouer sur ça par rapport donc à ces relations algéro-françaises et qu'on sait qu'il y a beaucoup de sensibilité de part et d'autre? Est-ce que vous pensez qu'il joue sur ça aussi? Oui, bien sûr. D'ailleurs, dans le communiqué qui a été fait dans la PS, M. Belhimar parle justement du référendum en disant qu'il y a une conspiration actuellement et qu'ils ont constaté qu'à la veille de chaque élection, il y a la main étrangère qui vient pour essayer de déstabiliser le pays. Ça a été relaté dans le communiqué. Donc, oui, il y a cette volonté de ramener un maximum de personnes de leur côté et de leur vendre ce référendum pour lui donner toute la légitimité, notamment ce président. Voilà, comment vous dire franchement, j'ai rien à dire parce que je trouve ça tellement ridicule et ce n'est pas à la hauteur de ce pays avec son histoire, avec sa tradition, avec sa grandeur et son peuple. Le peuple est quand même beaucoup plus grand depuis 18 mois. Il a montré sa volonté d'aller jusqu'au bout et de dire Daoula Madaniya Machi Askaria ou Abbas. Et il est resté debout. Là, actuellement, il a quand même reculé à cause du Covid parce qu'il a une conscience tout de même. Mais le régime aussi, Assiag Choud, est en train de dire on va aller jusqu'au bout. Pardon? J'ai pas compris. Le régime aussi est en train de dire on va aller jusqu'au bout. Oui, il souhaite aller jusqu'au bout, mais là, le peuple va redescendre dans la rue très prochainement. Il faut vraiment faire confiance à ce peuple. Ce référendum ne passera pas. Et bientôt, vous allez voir, les Algériens vont reprendre la rue. Là, aujourd'hui, à Annaba, il y a une grande mobilisation que je félicite véritablement les Harar de Annaba aujourd'hui qui sont sortis en force. Et très, très prochainement, tous les Algériens vont sortir et on donne rendez-vous à tout le monde.
parce que je suis confiante. Très et bien. vous verrez que ça ne passera pas. Le plus important, c'est qu'on continue, que le Très combat bien. continue. Restez avec nous, Assia Gchoud. Maître Athman Bessalem, je vais revenir à vous. Maître Athman Bessalem, est-ce que le régime est en panne d'idées? Est-ce que le régime sait qu'il est obligé d'aller dans ce sens parce qu'il y a une volonté populaire qui est là et si le Covid, si la possibilité est donnée aux Algériens de revenir à la rue, les Algériens vont revenir en force. Pourquoi donc ce régime essaye d'aller à l'encontre de la volonté populaire? Est-ce que ce n'est pas un danger pour notre pays? Avant de répondre, j'aimerais bien quand même parler sur ce qu'on appelle la volonté populaire aussi. Sur ce point, il faudra aussi faire des nuances. Hein. Parce que personnellement aussi, j'ai des idées un petit peu par rapport au Hirak, par rapport au mouvement tel qu'il est actuellement. Et je pense que le mouvement actuellement aussi, ainsi que le peuple aussi, on a un problème de manque d'idées. Donc pour revenir à votre question, je pense que les institutions de l'État algérien, je pense qu'il y a un héritage très lourd de la période de Bouteflika. Et cet héritage donc très lourd de la période de Bouteflika, et cet héritage aussi des dérapages commis par l'équipe de Gaïd Saleh, et aussi par cette vision continuelle exactement de la même politique, de la même vision de l'époque Bouteflika avec cette période donc où Tebboune est à la tête de l'État, on voit clairement qu'il y a un manque d'idées. Et ce manque d'idées, bien sûr, c'est à cause de beaucoup de choses. Bien sûr, quand on réprime la démocratie, on réprime le débat, on réprime donc la naissance des idées, de la créativité des gens. Quand on ne veut pas vraiment débattre des problèmes sociaux qui existent dans un pays et on essaye de fuir les réalités dans lesquelles on fait face, donc là, en réalité, c'est qu'on ne veut pas savoir la vérité. Et quand on ne veut pas savoir la vérité, on vit dans le déni. Tout cela, en fait, a construit donc une perte de vision pour énormément de jeunes Algériens qui préfèrent actuellement, surtout ces derniers temps-là, on voit une recrudescence du phénomène de Haraga. Donc tous nos cerveaux, tous les jeunes que je connais autour de moi, tous mes amis qui sont des compétences, des très 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 grandes compétences, je peux le dire, ils l'affirment, même s'ils ont fait l'école algérienne, l'université algérienne, mais ils se sont construits. Et toute cette jeunesse-là ne vise qu'à une chose, c'est de quitter ce pays. Donc automatiquement, on se retrouve dans un vide. Et ce vide, bien sûr, impacte les institutions de l'État. Donc voilà, donc l'État algérien, malheureusement, à cause de ces gens-là qui sont au pouvoir, est en manque flagrant d'idées, est en manque flagrant de projets politiques, est en manque flagrant de pouvoir d'une réelle volonté de reconstituer ce pays-là, détruit par 30 ans de dictature, 10 ans de guerre civile, 20 ans de corruption de Bouteflika, et un entêtement, je peux dire jusqu'à dire le mot, un entêtement bête, et désolé pour le terme, de la part des tenants du pouvoir actuellement, et à leur tête, désolé de le dire, à leur tête, donc Abdelmajid Tebboune. Donc comment vous voyez les choses, Athman Bessalem? Oui. Comment vous voyez les choses évoluer? Parce qu'on est en train de voir quand même qu'il y a des dérives dans notre pays. Beaucoup ont pensé que peut-être il y aura des mesures d'apaisement, et peut-être il y aura même des ouvertures par rapport donc au champ politique. Mais on est en train de partir sur un parcours qui est totalement différent et qui peut nous amener à des difficultés énormes par rapport à notre pays. Je tiens à souligner, ça me vient en tête, je pense qu'il y a une très très bonne connaissance de Tebboune, c'est le colonel Fawzi. Donc pour y aller un peu exactement avant de répondre directement à votre question. À une certaine époque, donc pendant un long moment, il y a l'un des bras droits du général Toufiq, donc c'était le colonel Fawzi. Au fait, c'était lui qui était chargé donc de gérer donc le monde de la presse, donc de gérer à qui on doit donner de la publicité, à qui on ne doit pas donner de la publicité. Donc ça a été géré exactement donc par le colonel Fawzi, par la DRS de l'époque. Donc actuellement, comme je le dis toujours, hein, Tebboune essaye exactement, il est très influencé par la période de Bouteflika, il est très influencé par Bouteflika, et il est convaincu qu'il doit refaire le même schéma pour qu'il puisse asseoir son pouvoir et sa légitimité.
l'humanité. Donc, à la période de Bouteflika, il y avait le colonel Fawzi qui était vraiment le maître à penser de la presse algérienne. Et je le dis, il y a eu quand même des journalistes courageux qui ont pu sortir de cette censure et du règne du maître du colonel Fawzi, après toutes les menaces qu'il leur lançait, les problèmes qu'il leur faisait. Donc, certains, même actuellement, il y a le phénomène du syndrome de Stockholm de certains journalistes qui considèrent le colonel Fawzi un protecteur de la liberté de la presse de l'époque, ce que je ne partage pas. Donc, à travers ce phénomène de vouloir reproduire le régime de Bouteflika, Bouteboul veut en quelque sorte réincarner les méthodes du colonel Fawzi, mais à travers un autre bouffon. Donc, ce bouffon, c'est Belhimel. Donc, il veut en quelque sorte reproduire ce schéma à travers Belhimel. Belhimel, actuellement, il exécute toute cette cabale à l'encontre des journalistes. On le voit depuis sa nomination en tant que ministre. Il n'arrête pas de critiquer la presse libre. Il n'arrête pas d'attaquer toute voix discordante avec la voix officielle de l'État. Il n'arrête pas de menacer la presse algérienne. Il n'arrête pas de menacer toute ONG qui veut s'intéresser sur le cas des prisonniers, notamment les prisonniers journalistiques en Algérie. Donc, le futur, je pense, on sera face à un délire d'État, et ce délire d'État peut toucher vraiment les fondements démocratiques de l'Algérie, et peut toucher vraiment négativement toute volonté de s'exprimer librement. Et là, je fais appel aux gens, je fais appel aux journalistes, je fais appel à la classe politique, je fais appel à l'opposition, je fais appel à la diaspora, je fais appel à tout Algérien qui se sent intéressé de ce qui se passe dans le pays, à doubler d'efforts pour arrêter ce tsunami antidémocratique. Très bien. Souhaib Khayati, dernière question, il ne me reste pas beaucoup de temps. Est-ce que vous pensez que les ONG indépendantes comme la vôtre ont encore de l'avenir en Algérie? Ou pour juste simplifier aussi, est-ce que le journaliste indépendant peut exister encore en Algérie? Il doit encore exister en Algérie. Il n'y a pas d'autre alternative, il n'y a pas d'autre choix. Les journalistes algériens ont donné pendant des décennies, ils ont été un exemple, par exemple, pour nous en Tunisie. C'était la référence pour le journalisme de qualité dans toute la région MENA. Donc, cette veine ne va pas disparaître du jour au lendemain. Il y a d'excellents journalistes en Algérie qui continuent à se battre. Nous, on les appuie par tous les moyens, on les accompagne par des formations, du perfectionnement professionnel, et c'est ça notre rôle. Au fait, nous, on a toujours été ouverts au dialogue avec tous les gouvernements successifs en Algérie. Pour nous, la bataille, c'est améliorer les conditions de travail des journalistes pour qu'ils exercent leur mission, leur métier dans les meilleures conditions, qu'ils soient un vecteur d'information vérifié, fiable, et qui contre les fake news et qui contre la diffamation. Donc, cette bataille, nous, on la mène partout dans le monde, et c'est pareil pour la région du Maghreb. Nous, on est à disposition des journalistes, des médias algériens pour les accompagner, pour les aider, et même pour dialoguer avec le régime en Algérie, pour faire en sorte que le quatrième pilier de la démocratie soit renforcé en Algérie. Le potentiel humain, il est là, il est excellent. Il faut juste... Merci. Je vous en prie. Merci Souhaib Khayati. Il ne me reste pas beaucoup de temps. Je vous donne à Sieg Choud le dernier mot très rapidement. La situation, le constat qu'on peut faire, et surtout les experts, qu'ils soient économiques,
ou sociaux ou politiques. C'est un constat très amer de notre pays, malheureusement, qu'on est en train de faire. On parle de la liberté de la presse aujourd'hui, de la situation économique, sociale aussi, et surtout la principale qui est politique. Comment vous voyez les choses, bien sûr, sachant que le régime est en train d'avancer pour finaliser donc son référendum et qu'on reste aussi par les restrictions du Covid-19. Comment vous voyez les choses à Sieg Choud? Oui, bah écoutez, moi ça me donne encore plus de volonté, de détermination pour continuer mon activisme dans le Hirak de la diaspora, en coordination avec le Hirak à l'intérieur du pays, hein, parce qu'il est clair qu'on ne peut pas laisser ce genre de situation s'installer. Il est hors de question que ce référendum passe. Il va falloir tout faire pour que ça n'arrive pas, comme ça a été le cas pour le 12-12. On voit aujourd'hui un ministère de la communication qui est censé être la vitrine d'un pays, donc à la tête ce monsieur Belhemar, qui a été lui-même professeur de droit et journaliste. Lui-même a été suspendu en 1980 parce qu'il avait écrit un article sur la corruption. Et aujourd'hui, c'est un revers incroyable vis-à-vis de la liberté de la presse. Et en plus de ça, ils disent que toutes les libertés sont respectées dans ce pays. Je crois qu'on n'avons pas la même définition de ce terme, ni de la liberté de la presse, ni de la liberté tout court, notamment des droits de l'homme. Donc voilà, ce que je peux dire, c'est que moi, ça me conforte. Je pense que toutes les personnes qui nous écoutent les confortent aussi pour continuer ce combat et faire en sorte qu'on puisse construire une autre Algérie avec des personnes compétentes. L'Algérie regorge de matière grise, elle regorge à l'extérieur et à l'intérieur. Nous attendons que ça, revenir de notre pays pour le construire. Donc voilà ce que je peux dire pour le mot de la fin. Merci beaucoup à Sieg Choud. Je vous remercie beaucoup à Sieg Choud qui était avec nous, activiste depuis la France via Skype. Je remercie aussi Maître Athman Bessalem, avocat à la cour de Tizi Ouzou, qui était avec nous depuis Alger. Merci aussi à Zouhaib Khayati, directeur du bureau Afrique du Nord de RSF, Reporters sans frontières depuis Tunis. Linda Abou qui était avec nous, journaliste, et on n'a pas pu avoir Nasser Djabi, sociologue, malheureusement. Yartakoum Saha, là où vous êtes, Yartakoum Saha, merci d'avoir suivi cette émission. Donc cette émission sera suivie par l'émission Fil Umq avec notre confrère Athman Sabak. Restez avec nous et je vous retrouve demain, Inch'Allah. Bqaw ala khair.